Jacques Aristide dans la capitale américaine, ravi de vous retrouver dans Washington Forum. Après plus d'une décennie de présence au Niger, la France s'apprête à retirer ses troupes de ce pays clé dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. Mais ce départ, annoncé dans un contexte tendu avec le régime militaire de Niamey, à la suite du coup d'État du 26 juillet dernier, représente un véritable défi tant sur le plan logistique que sécuritaire. Comment Paris va-t-il gérer cette évacuation massive et complexe? Quels sont les enjeux et les implications pour la région? Quel rôle pour les autres partenaires internationaux comme les États-Unis ou l'Allemagne qui ont également des forces sur place? Des éléments de réponse avec nos invités dans quelques petites minutes. Bienvenue et mille fois merci pour votre fidélité à Washington Forum. La junte au pouvoir au Niger dit vouloir un cadre négocié avec Paris pour le retrait des troupes françaises du pays sahélien. Un départ que les militaires de Niamey réclamaient depuis plusieurs semaines et que le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a prévu d'achever d'ici à la fin de l'année en cours. Quant à Sylvain Ité, l'ambassadeur de France, il a quitté la capitale nigérienne tôt mercredi matin en compagnie de 6 collaborateurs. Blanche Sanou nous en dit davantage. Le retrait des militaires français du Niger, après plus de 10 ans dans ce pays, représente un défi à la fois logistique et sécuritaire, selon le président Emmanuel Macron. 2 mois après un coup d'État et après des manifestations anti-françaises, Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir la fin de la coopération militaire avec le Niger. La France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. M. Macron a précisé que les 1500 militaires français partiraient dans les semaines qui viennent et que le retrait s'achèverait d'ici la fin de l'année. Les militaires au Niger estiment que le départ des soldats français doit être établi dans un cadre négocié et d'un commun accord pour une meilleure efficacité, selon un communiqué lu tard lundi soir à la télévision nationale. À Niamey, les habitants ont réagi après ces annonces. Il faut que les militaires français quittent immédiatement puisque vraiment on n'a pas besoin d'eux. On n'en a pas besoin d'eux. Il y avait des décennies, ils disent qu'ils nous aident, on n'a vu aucun changement. Donc on ne veut pas de leur aide. On veut vraiment qu'ils quittent notre pays, qu'ils aillent chez eux, nous on va rester chez nous. Les États-Unis, qui disposent de 1100 soldats au Niger, ont indiqué de leur côté évaluer leurs options quant à un éventuel retrait. Nous souhaitons vraiment qu'une solution diplomatique soit trouvée. Nous voulons voir une fin pacifique à la crise et, plus important encore, nous voulons voir le maintien du gouvernement diplomatiquement élu du Niger. Ainsi, tout en donnant une chance à la diplomatie, nous continuerons à évaluer toute mesure future qui donnerait la priorité à nos objectifs en matière de démocratie et de sécurité, ces objectifs étant étroitement liés. L'Allemagne avait prévenu que sa centaine de soldats déployés au Niger pourraient se retirer si la France choisissait cette option. Paris assure aussi maintenir son soutien au président Mohamed Bazoum, renversé par le coup d'État. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a indiqué la volonté de la France d'un retour à l'ordre constitutionnel au Niger, en plein appui aux efforts de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Merci Blanche de nous avoir planté le décor. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités. Patrick Chevalereau, consultant international sur les questions de défense et de sécurité, nous rejoint via Skype de Paris, vice-amiral à la retraite. Il est vice-président de l'Institut Open Diplomacy et chercheur associé à l'IRIS, l'Institut français des relations internationales et stratégiques. Nous recevons également le docteur Samuel Gembok, enseignant permanent à l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun. Il est en direct de Yaoundé. Et c'est l'analyste américain Calvin Dark qui est notre troisième participant. Il est le directeur et cofondateur de RC Communications, un centre de réflexion basé ici dans la capitale fédérale américaine, mais il se trouve actuellement au Caire en Égypte. Patrick Chevalereau, je commence par vous.
Comment expliquer le revirement du président Emmanuel Macron qui avait affirmé en juillet dernier que la France resterait au Niger tant que le terrorisme y serait présent? Oui, alors je pense que le président de la République prend acte d'une situation de fait aujourd'hui. La situation n'a pas évolué. Le président Bazoum est toujours retenu, n'est pas libre de ses mouvements. C'était la même chose pour l'ambassadeur de France à Niamey, qui est donc rentré. Et après plusieurs semaines, en fait, c'est l'option, je dirais malheureusement réaliste, qui s'impose. La France ne va pas se maintenir au Niger, ne va pas maintenir ses troupes au Niger si, comme l'a dit le président, les autorités de fait, non pas les autorités légales, mais les autorités de fait empêchent effectivement toute coopération avec la France dans la mission qui était celle de la France. Hein. Je rappelle que ce sont les autorités nigériennes qui ont demandé la venue de la France dans la lutte contre le terrorisme. Samuel Ngambok, brièvement, quelles sont les principales raisons évoquées par le régime militaire nigérien pour exiger le retrait des troupes françaises? Je pense que la principale raison, c'est le constat, selon ces autorités, de l'inefficacité de la présence des troupes françaises sur le terrain, sur le sol nigérien dans la lutte contre le terrorisme. Mais je pense que c'est une analyse qui est hâtive parce que la présence des militaires français n'a pas vocation à régler définitivement le terrorisme dans la sous-région. Elle a pour principale mission d'accompagner des troupes régionales dans la lutte contre ce terrorisme. Et encore que le dispositif n'est pas aussi pléthorique qu'on le pense selon l'opinion. Donc cette mission n'a pas principalement pour objectif de déloger l'ensemble des terroristes. Il faut que les dispositifs locaux puissent prendre charge des problèmes de sécurité de leur pays, de leur sous-région. On ne peut pas attribuer la responsabilité à la France. Calvin Dark, nous venons de l'entendre avec ma collègue Blanche Sanou. Berlin attendait de voir ce que Paris allait faire au Niger avant de décider de l'avenir de ses troupes dans ce pays. Pour sa part, Washington indique évaluer ses options quant à un éventuel retrait de son contingent de plus d'1 millier de militaires américains déployés dans le pays africain. D'après vous, quels sont les enjeux de ce retrait français pour les alliés occidentaux, dont les États-Unis, engagés dans cette région du Sahel, notamment dans la lutte contre les groupes djihadistes? Oui, je crois qu'un obstacle énorme pour les États-Unis, c'est que dans ce partenariat antiterroriste, les États-Unis et la France partagent presque les mêmes objectifs antiterroristes. Mais le problème, c'est qu'ils ne partagent pas la même histoire ni les mêmes relations avec les pays africains. Et ça complique les choses pour les États-Unis. Et je crois qu'aux États-Unis et aussi dans d'autres pays en Europe, on se rend compte qu'il nous faut un plan d'action propre à nous. C'est-à-dire que depuis une décennie, les États-Unis dépendent sur la France pour être leader dans cette lutte contre le terrorisme. Mais maintenant, il nous faut notre propre plan d'action parce qu'avec la France, ils ont beaucoup de complications avec les pays africains et avec les peuples africains. Le départ français du Niger, qui doit donc être achevé avant la fin de l'année, est déjà décrit comme casse-tête à la fois logistique et sécuritaire pour Paris. Patrick Chevallereau, quelles sont les difficultés auxquelles va être confrontée l'armée française pour évacuer ses militaires et ses matériels du Niger brièvement? Alors, vous savez, le retrait, le redéploiement d'un tel dispositif n'est jamais quelque chose de simple. On l'a vu à plusieurs reprises sur d'autres théâtres. Il faut savoir que ce retrait est planifié comme une véritable opération. C'est une opération. Donc nous avons des structures de planification et de conduite des opérations à Paris qui sont déjà à pied d'œuvre pour planifier et donc ce redéploiement. Il y a des enjeux logistiques, il y a des enjeux sécuritaires. Il est évident qu'il faudra
un certain degré de coopération avec la junte nigérienne, mais il y a déjà eu un certain nombre de signaux, je dirais plutôt positifs, qui ont émané de la junte à partir du moment où le président a annoncé ce retrait. Et puis, il y a deux voies possibles, hein. C'est la voie terrestre et la voie aérienne. Donc, une grande partie des matériels pourra être évacuée par la voie aérienne, mais il y aura certainement une dimension terrestre qui sera peut-être un petit peu plus compliquée à mettre en œuvre, mais je n'ai aucun doute sur le succès de l'opération. Je vois. Samuel Gembok, de manière générale, comment les Africains perçoivent-ils la présence militaire étrangère, en particulier dans les pays francophones du continent, avec pour objectif notamment de mener le combat contre le terrorisme ou le djihadisme? Et que signifient les différents retraits français pour l'avenir des troupes occidentales en Afrique? Je pense que dans l'opinion publique africaine, le retrait des troupes françaises consacre la victoire du panafricanisme sur les questions occidentales. Mais encore une fois, c'est une perception qui n'est pas suffisamment approfondie par des réflexions s'adossant à des études suffisamment approfondies. C'est-à-dire que l'opinion s'appuie sur des discours, sur des informations qui leur reviennent, et aussi qui alimente le sentiment anti-français. Seulement si on s'intéresse particulièrement à cette question de façon beaucoup plus prudente, de façon beaucoup plus approfondie, on se rendra bien compte qu'il ne s'agit pas simplement d'une victoire, mais il s'agit plutôt d'un défi majeur à relever après ce retrait. Parce que je rappelle quand même que partout en Afrique où il y a une présence française, les troupes ne sont pas pléthoriques. Je peux juste donner quelques chiffres rapides. À Djibouti, c'est 1500. En Côte d'Ivoire, 900. Au Sénégal, 400. Au Gabon, 400. Au Burkina Faso, c'était 400 forces spéciales. Et on voit donc que ce sont des effectifs qui sont très réduits. Et donc, le retrait n'est pas aussi important que cela du point de vue africain. Les 400 qui étaient au Burkina Faso n'avaient pas pour vocation de régler tous les problèmes sécuritaires du Burkina, encore moins au Niger ou au Mali. Maintenant, il revient à tous ces trois pays de montrer leur capacité de riposte aux problèmes de sécurité qui s'opposent à eux. Calvin Dark, quelle est l'alternative à la présence militaire étrangère dans des pays comme le Niger, le Mali ou encore le Burkina? Le renforcement des capacités des forces locales ou l'appui d'autres partenaires internationaux font-ils partie des options d'après vous? Oui, ce qui est clair, c'est qu'il nous faut un nouveau modèle de coopération entre les États-Unis, par exemple, les pays africains. Et je crois que Biden, il a parlé un peu de ça dans son discours pendant l'Assemblée générale de l'ONU. Je crois que les États-Unis cherchent des alternatives des autres partenaires en Afrique. Et je cite par exemple le Maroc. Les États-Unis et le Maroc, ils ont une relation de très longue date et aussi ils ont un partenariat militaire. Et peut-être ce genre de partenariat avec des autres pays africains pour être interlocuteur avec les pays dans le Sahel comme le Niger, ça peut être une alternative. Mais c'est vrai que maintenant, le président Biden et aussi le secrétaire Blinken se rendent compte qu'il nous faut un nouveau plan parce que le partenariat avec le Français dans ce moment n'est pas exactement le partenariat qu'il nous faut pour avoir une stratégie antiterroriste efficace. Chers invités, restez avec nous. Maintenant, quelques extraits de commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Aruna Barry Sangaré de Kinshasa en RD Congo. Il n'y a pas d'autre alternative que de quitter tous et laisser l'Afrique libre. C'est tout, ce n'est même pas compliqué, dit-il. Joël Kola de Ouagadougou au Burkina Faso, c'est l'ère d'un continent qui est fatigué de ses anciens amis. L'enfant d'aujourd'hui joue demain là où il n'a pas pleuré hier. Et voilà pour ces quelques commentaires à Facebook. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. La suite de Washington Forum, ce sera après cette courte pause. Merci beaucoup.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum, édition du jeudi 28 septembre 2023. Nous abordons le retrait des troupes françaises du Niger. 2 mois après le coup d'État perpétré à Niamey par des militaires hostiles à la France, le président Emmanuel Macron a fait part, il y a 4 jours, du départ d'ici 3 mois des 1500 soldats français déployés dans le pays africain. Et pour continuer de décrypter ce sujet, nous retrouvons nos invités dans cette seconde partie du programme. Et via Skype du Caire, en Égypte, l'analyste et commentateur politique américain Calvin Dark. Il est le directeur et cofondateur de RC Communications, un think tank basé ici à Washington, D.C. En direct de Yaoundé, Dr Samuel Gembok, directeur général de Thinking Africa Cameroun. Il est aussi enseignant associé à l'IRIS. Et nous rejoint de Paris le vice-amiral Patrick Chevallereau. Il est vice-président de l'Institut Open Diplomacy, également chercheur associé à l'IRIS. Pour la junte nigérienne, le retrait des troupes françaises doit être établi dans un cadre négocié et d'un commun accord pour une meilleure efficacité. Patrick Chevallereau, quelle lecture faites-vous de cette demande du régime militaire ? Écoutez, c'est très difficile de savoir ce qu'il y a derrière ces mots. Je ne sais pas quelles sont les attentes de la junte nigérienne quand elle profère ses réflexions. Ce qui est sûr, c'est que le désengagement va se faire. Comme je le disais il y a un instant, une coopération est nécessaire parce que les bases françaises, évidemment, sont enclavées dans le territoire nigérien. L'opération est relativement lourde, même si elle est beaucoup moins lourde que le désengagement des troupes françaises qui a eu lieu il y a quelques mois au Mali, et notamment de la base de Gao. Voilà. Maintenant, comme dans toute planification d'une opération de retrait, tous les scénarios sont envisagés par la France, y compris celui d'une coopération qui ne serait pas parfaite de la part des autorités nigériennes et des réponses existent pour chacun de ces scénarios. Oui. Et même après sa décision de retrait, Paris maintient que la libération du président déchu Mohamed Bazoum, détenu par les militaires depuis leur coup d'État, est une priorité. Samuel Gembok, avec le retrait français, faut-il s'attendre à un quelconque changement pour ce qui est du sort de Mohamed Bazoum et de sa famille ? Je pense que tout revient, la responsabilité est celle de la junte au pouvoir. Là aussi, je pense que la communauté internationale et l'opinion africaine verra si cette junte est suffisamment responsable pour assurer la sécurité du président Bazoum et celle de sa femme. Et tout dépend toujours de cette junte pour voir quelle est la marge de manœuvre et quelle est la place qu'elle va pouvoir réserver à ce président, à cet ancien président, si jamais il ne doit plus revenir au pouvoir. Quelle sera la carte qu'ils vont offrir à ce dernier et à sa famille? Calvin Dark, comment évaluez-vous le rôle que jouent des organisations telles que l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO, le bloc régional ouest-africain, depuis le début de cette crise nigérienne? Oui, je crois que c'est très compliqué à l'analyse de ces groupes parce que, par exemple, avec la situation au Gabon,
sur le papier, c'est la même chose. C'est les coups d'État par les militaires, mais les circonstances, c'est complètement différent. Et on a vu les différentes réactions des groupes, comme vous avez mentionné, et aussi des États-Unis. Et je crois que maintenant, c'est très bon que ces organisations comme l'Union africaine, ils auront une voix plus puissante dans les organisations internationales. Le président Biden, il a dit que ça, c'est vraiment une priorité de donner une voix plus puissante aux Africains. Et je crois que ça va aider un peu la coopération entre ces organisations et les partenaires comme les États-Unis. Parce que une chose très importante pour les États-Unis, dans ce moment de changement, il faut éviter que les groupes liés avec la Russie, par exemple, remplir cette vide d'influence, de pouvoir et de la démocratie. Alors ça, c'est vraiment une priorité pour les Américains. Patrick Chevallereau, qui pourrait occuper les espaces laissés vacants par les Français au Niger et quelles pourraient en être les conséquences géopolitiques ? Alors, si on regarde la situation dans les pays qui ont précédé en termes de coup d'État, ce qui s'est passé à Niamey, on voit que la Russie et le groupe Wagner sont présents au Burkina Faso, au Mali, en République centrafricaine également. Donc, la Russie est déjà là, je dirais. Maintenant, on peut avoir des doutes de sérieux doutes sur la capacité d'un groupe comme Wagner et de la Russie en général, une Russie qui est en voie d'épuisement actuellement en Europe, avec son agression contre l'Ukraine qui ne débouche sur rien. Donc, on peut douter de la capacité de ces groupes en fait à stabiliser la situation dans le Sahel. Un autre acteur, bien évidemment, est la Chine, mais peut-être sur un plan beaucoup plus économique que sécuritaire. Et puis, comme le disait un de nos intervenants tout à l'heure, les États-Unis, effectivement, sont là, en train de reconsidérer peut-être une stratégie pour toute la région, effectivement, au retrait français, au moins des pays considérés. Samuel Gembok, justement, comment les autres acteurs étrangers, comme les paramilitaires russes de Wagner, pourraient-ils influencer la situation dans cette région du Sahel après le retrait français ? Je pense qu'il est trop tôt de pouvoir envisager une capacité structurelle du groupe Wagner à contenir la menace sécuritaire, non seulement au Niger, dans la sous-région sahélienne. Encore une fois, il faudrait que la capacité des dispositifs locaux soit à la hauteur de la complexité de la menace. Déjà, on observe au niveau des dispositifs nationaux qu'il y a un sérieux problème au niveau de la planification, de la programmation de l'outil militaire par rapport aux poches de tension ou de potentielles menaces. Et c'est à ce niveau-là que je pense que tout va se jouer. D'abord, la capacité nationale à répondre aux besoins nationaux de sécurité et ensuite l'accompagnement dans le cadre d'une synergie parfaitement coordonnée entre ceux qui arrivent et ceux qui sont sur place. Et en même temps, il ne faudra pas oublier une dernière dimension, ce sera la compétition stratégique qui se livre au sein de cet espace. Oui, mais Samuel Gembok, des observateurs vous diront peut-être qu'il faut voir, par exemple, ce qui s'est passé au Mali après le retrait français avec le groupe Wagner notamment. Oui, avec le groupe Wagner au Mali, c'est vrai, mais la situation est beaucoup plus complexe et je pense que le temps consacré à l'observation reste très court. La menace reste toujours prégnante et en même temps, les frontières restent poreuses, les problématiques, les défis auxquels les États font face depuis plusieurs décennies restent d'actualité. Et je ne pense pas qu'un calme relatif serait une maîtrise structurelle des enjeux. Ouais. Calvin Dark, quelles leçons des pays comme la France peuvent-ils tirer de cette expérience pour leurs futures opérations à l'étranger ?
J'espère qu'une des leçons, c'est d'éviter la façon de parler de l'Afrique et aux Africains du président Macron, parce que ça vraiment complique des choses. Cette perception d'une inégalité entre la France et les anciennes colonies en Afrique, ça c'est vraiment une source des problèmes, parce que la manque de bonne volonté de la part de la France bonne volonté est très nécessaire pour avoir des partenariats nouveaux, pas des partenariats comme dans le passé. Alors, j'espère que la France et les autres pays européens et les États-Unis rendent compte de ça. Oui. Et avant de finir, des extraits de deux autres commentaires Facebook. Ibrahim Altine, Abidjan, Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de lutte contre le terrorisme. Jonap Mission, qui ne dit pas dans quel pays il se trouve, écrit ceci: qu'ils partent, nous prendrons notre sécurité en main. Rapidement, Patrick Chevallereau, la France doit-elle totalement revoir sa présence en Afrique, d'après vous, après cette situation qu'on est en train de voir? Oui, de facto, c'est ce qu'elle est en train de faire. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le niveau de lassitude et d'exaspération de l'opinion publique française et des autorités vis-à-vis de situations et de groupes d'individus qui crachent finalement à la figure d'un pays qu'ils ont appelé sur place et dans lesquels des jeunes Français sont morts, 55 à ma connaissance au Sahel. Voilà. Donc il y aura de facto une reconfiguration. La France n'abandonne pas l'Afrique. Mais la France, effectivement, ne coopérera plus avec les pays qui ont ce type de comportement. Quant aux États-Unis, ils disent qu'ils vont continuer de soutenir les armées dirigées par des civils en Afrique. Du moins, c'est ce qu'a déclaré hier à Luanda le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, blâmant les militaires qui, sur le continent, ont renversé la volonté du peuple à la faveur de coups d'État. Que pensez-vous de cette déclaration, Calvin Dark ? Oui, je crois que c'est vraiment les efforts de l'administration Biden d'avoir un équilibre entre la promotion de la démocratie, la stabilité en Afrique, ça c'est une priorité de la Maison-Blanche, mais aussi un plan stratégique qu'il faut peut-être travailler avec des régimes non démocratiques pour atteindre les objectifs antiterroristes des États-Unis et ses partenaires et ses alliés. Partagez-vous cet avis, Samuel Gembok, que peut-être des pays occidentaux sont obligés quelque part à repenser leur rôle, leur présence en Afrique? Je pense que c'est, comme on dit chez les militaires, c'est le terrain qui dicte la manœuvre en fonction des mutations qui s'opèrent sur le terrain, en fonction des enjeux, en fonction de la compétition stratégique qui se structure sur le continent. Je pense que tous les pays, pas simplement les Occidentaux, d'autres partenaires africains repensent stratégiquement leur positionnement sur le continent. D'accord. Et voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Patrick Chevallereau, Samuel Gembok et Calvin Dark. Nous disons merci également à toutes nos radios et télépartenaires et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Nouveau rendez-vous avec Washington Forum dès jeudi prochain. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Take care, comme on dit en anglais. Merci.